Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le parrain de cette seconde édition du Festival des auteurs francophones au National Arts Club. Alors on a des auteurs qui viennent du monde entier, c'est un rêve pour beaucoup d'entre eux comme vous imaginez. Est-ce qu'il y a un message d'accueil pour ces auteurs qui ont traversé l'Atlantique pour la plupart d'entre eux? Mais bienvenue à New York et profitez de votre séjour pour regarder, écouter, vous imprégner. C'est par essence la ville de la diversité et c'est une source d'inspiration absolument extraordinaire. Donc voilà, bienvenue à New York et profitez de ce voyage. C'est un joli message. Marc, 23 romans traduits en 50 langues, que des best-sellers. Votre parcours d'auteur démontre que tout peut être possible. Et moi, j'aime souvent à vous citer quand les auteurs n'ont plus le courage de continuer, ne savent plus par quel biais prendre leurs ouvrages. Est-ce qu'on peut revenir juste sur vos débuts? Parce que je vous ai déjà entendu parler de cette histoire de comment a commencé tout ça. J'aime bien que vous la racontiez pour donner de l'espoir aux autres. Moi, j'avais pas l'intention d'écrire un roman, en fait. J'écrivais une histoire pour mon fils. Et j'avais l'idée de lui remettre cette histoire quand il aurait l'âge que j'avais en l'écrivant. L'idée, c'était de faire un petit pied de nez au temps. C'était d'imaginer que pendant le moment d'une lecture, nous ayons tous les deux le même âge. Et puis, à travers cette histoire, j'avais envie, au travers d'une fiction, de lui raconter, de partager avec lui des valeurs, des idées, en contournant la leçon de morale, vous voyez, et en s'inscrivant dans le partage et la complicité. Mais je n'avais jamais eu l'intention de publier, enfin, donc, ni même d'ailleurs l'idée que ça devienne un roman. J'ai eu la chance que ma sœur trouve le manuscrit sur une table et qu'elle insiste énormément pour que je l'envoie à un éditeur. Et puis, les éditions Robert Laffont m'ont appelé quelques jours après, avoir reçu le manuscrit d'ailleurs assez rapidement pour me dire que... Ce qui est rare, hein. Oui, pour me dire qu'ils voulaient publier le livre. Et après, j'ai eu énormément de chance parce que grâce à l'intervention d'une femme assez extraordinaire qui s'appelle Susanna Léa, qui est aujourd'hui mon éditrice, enfin co-éditrice et agent littéraire depuis toujours et meilleure amie. Elle a emmené le manuscrit à la foire de Francfort. À l'époque, elle dirigeait le département des droits internationaux de Laffont. Et c'est là que des studios de cinéma, dont DreamWorks, ont voulu acheter cette histoire. Mais la morale de cette histoire, c'est pas... bon, évidemment, j'ai eu énormément de chance, mais je crois que finalement, ce que j'ai gardé de cette histoire en tête et que je conserve en tête à chaque fois que je me mets à écrire, c'est que j'ai écrit pour écrire et pas pour être publié. Ouais, mais c'est toujours ce que je dis aux auteurs, si vous écrivez pour avoir du succès, arrêtez d'écrire, ça sert à rien. Non mais ouais. C'est fou parce que vous savez, quand c'est très propre à l'écriture, si vous avez envie demain de vous mettre au piano, à la guitare, il est assez rare en allant faire vos premières gammes que vous pensiez déjà à votre concert à Pleyel ou à Carnegie. Et si vous vous initiez à la peinture et que vous vous lancez dans la peinture, vous pensez assez rarement à votre première exposition au Met ou au Grand Palais. Vous pensez à votre tableau et à votre travail. Et je crois que l'écriture ouvre des espaces de liberté incroyables. Moi, j'ai écrit pour coucher sur le papier tout ce que ma pudeur m'empêche de dire à haute voix. Et je crois qu'on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus imaginatif et beaucoup plus créatif quand on écrit pour écrire et que la publication... j'ai toujours pensé que c'était une forme de thérapie extraordinaire, l'écriture. C'est une forme de thérapie, mais c'est aussi une source de... Pas seulement, c'est une forme de thérapie, c'est aussi... un bonheur, une passion. Non, c'est aussi une source... c'est comment dire, c'est une source d'invention, d'imagination. Quand j'avais 8 ou 9 ans, ma mère m'a réveillé au milieu de la nuit pour m'emmener voir dans la chambre de ma grand-mère où il y avait la seule télévision, la retransmission en direct des premiers pas de l'homme sur la Lune. Cette année-là, à l'école, on m'avait offert un livre qui s'appelait « De la Terre à la Lune ».
Et dans la préface de ce livre, il était écrit qu'au moment de sa publication, Jules Verne avait été beaucoup critiqué car on trouvait son idée idiote, inutile. Comment imaginer envoyer un homme dans un boulet de canon sur la Lune? C'était ridicule, impossible et ridicule. Et je me souviendrai toujours cette nuit-là, à 2-3 heures du matin, je regardais pas les pas d'Armstrong sur la Lune, je regardais les hommes de Cap Canaveral qui représentaient à l'époque C'est une magie le incroyable. summum de la Exactement, science, hein, et de la connaissance. Et ouais. je me disais, mais combien d'entre eux sont là aujourd'hui parce qu'à mon âge, ils avaient lu De la Terre à la Lune. Donc voilà à quoi ça sert aussi d'écrire. Ouais, Bon, bref. exactement. Marc Lee, vous faites partie donc des auteurs français les plus lus et vendus dans le monde. Vous êtes, pour nous, auteurs francophones, un porte-drapeau de cette littérature ici aux États-Unis, encore plus à New York. Pourtant, il y a quelques années, quand je vous avais rencontré, vous vous définissiez comme un citoyen du monde. Est-ce que c'est toujours le cas? Quand je vous avais dit vous êtes français à New York, vous m'avez dit je suis plus que ça, je suis un citoyen du monde. Non, mais comment vous dire ça parce que quand vous partez en voyage, au bout d'un certain temps, le voyage est un déracinement. Qu'on l'accepte ou pas, ça fait partie de votre identité. Et certaines personnes se déracinent pour s'enraciner ailleurs. Mais la greffe, elle n'est pas automatique. Et donc, parmi les gens qui se sont déracinés, eh bien, il faut vivre avec ce statut-là d'être déraciné. C'est particulier. Vous pensez qu'on est toujours le citoyen du pays où on est né? On reste attaché viscéralement Je à pense cette terre, à cette culture? Je pense qu'on véhicule avec nous notre identité, notre langue. Enfin, on parle d'écriture. C'est au-delà simplement du pays, c'est la langue maternelle qui est extrêmement importante. C'est la langue qui nous rattache à une identité. C'est la langue qui nous forge, c'est à travers la langue que l'on s'éduque et on développe nos idées, notre pensée. Vous voyez, c'est beaucoup plus important. D'accord. Si vous êtes né à Rome et que pendant toute votre enfance on parle le français, eh bien votre identité, elle va être elle peut pas ignorer le va français. ignorer votre culture et vos racines, non, c'est clair. Mais quand vous êtes déraciné, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai essayé de répondre quand je disais je suis citoyen du monde, c'était, quand je l'entends, ça me semble un peu prétentieux, mais c'est pas parce que vous arrivez dans un endroit que vos racines se plantent immédiatement dans cet endroit. Au bout de 12 ans, je suis new-yorkais. Oui. Oui, parce que, évidemment, à partir du moment où vous vivez longtemps dans une ville et que vous vous impliquez dans votre cité, bah, vous êtes un habitant de la cité. Quand vous parlez de vos origines, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, vous voyez, évidemment que je suis français. Oui, en plus, New York est une ville extrêmement francophile. Vous le ressentez, cet amour. Bien sûr. Je veux dire, c'est un peu un passeport pour moi d'être français en cette ville. Dire qu'on est citoyen du monde, je discute souvent avec des amis qui ont quitté leur pays et qui sont allés vivre, pour les uns à Sydney, pour les autres à Hong Kong, pour d'autres, enfin, vous voyez, en Nouvelle-Zélande, enfin bref. Et je remarque simplement que chez tous les expatriés de longue date, le fait d'être déraciné provoque quelque chose et correspond à quelque chose qui est assez peu perçu et exprimé. À chaque fois que j'aborde le sujet avec eux, ce sujet devient une vraie discussion avec une forme de patriotisme presque, non, qu'on n'avait pas en France, quand on était français. Non, c'est très très différent. Là, vous rattachez ça encore une fois au pays au d'origine. à la terre. Moi, je vous parle d'écriture, donc je ne parle pas du pays d'origine, Ouais, je ne parle pas du départ, je parle du voyage. Ouais. Le voyage fait partie de votre vie et le déracinement fait partie de votre vie.
Alors, on parlait de New York. Ça fait 12 ans que vous êtes à New York. Oui, Cette ville, vous l'aimez? Elle vous inspire? bah, Elle vous donne une énergie ouais, comme tous les différente. New-Yorkais, je l'aime et je la déteste. Ouais. Comme tous les New-Yorkais, je la trouve belle et moche, propre et sale. Mais elle est géniale, elle est extraordinaire parce que voilà, je crois que c'est 360 communautés ethnies différentes Une tour de Babel. qui vivent sur un bout d'île. Et puis parce que c'est une ville qui vous permet, on parlait d'identité tout à l'heure, c'est une ville qui vous permet, c'est une ville qui vous donne cette identité new-yorkaise sans a priori culturel et même sans a priori social. Donc ça, c'est assez... C'est assez unique. ouais. Je parlais à ma fille qui étudie en ce moment en France et je lui dis mais j'aimerais revenir en France. Elle me dit si c'est pas New York, ça sera autre part dans le monde parce que New York est particulière. Et je crois que quand on vit à New York, on sent justement cette énergie particulière et comme vous le dites, toutes ces communautés qui sont imbriquées, qui vivent ensemble, il y a un respect, je trouve, des communautés qu'on ne trouve pas dans de nombreuses villes du monde. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a un éclectisme et il y a une cohabitation des communautés. Ça n'a pas été, ce portrait-là n'a pas toujours été Non, je sais. idyllique. Hein, ceux qui ont connu le New York des Les années années 50. 80 Oui. ou des années 70, enfin, moi j'ai connu New York dans les années 80, les communautés cohabitaient pas aussi facilement qu'on se le raconte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les communautés cohabitent hein, les unes avec les autres et dans une harmonie assez remarquable par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais ce qui est fait de New York une ville culturellement passionnante, c'est sa diversité. Euh, la première chose, si vous êtes écrivain, qui va vous entraîner et nourrir votre imaginaire de façon considérable, c'est l'extraordinaire diversité euh, que vous rencontrerez dans cette ville. Les diversités pas seulement, je dirais, de nationalité, mais de mode de vie, les diversités d'identité, les différentes personnalités que vous allez rencontrer. Il n'y a vraiment pas de moule à New York. Et c'est visible. Vous voyez, comme il y a cette liberté de se promener dans la rue comme on, vous voyez, comme on Non, le c'est sent, vrai, tout à fait. et que tout le monde se fout du regard des autres, eh bien, c'est beaucoup plus visible que dans d'autres villes du monde. Alors, votre actualité, c'est Éteignez tout et la vie s'allume. Alors, ça sort le 22 novembre, c'est le jour de notre festival. Alors, ça ne s'invente pas. Alors, on ne sait pas grand-chose de ce roman. J'ai essayé de fouiller un peu. Vous avez fait exprès de garder le mystère avec quelques mots juste sur ce roman. On peut en savoir un peu plus ou non? Ça reste un mystère jusqu'au 22 novembre. Non, non, c'est pas du tout pour cultiver le mystère. C'est un roman, c'est un roman sur c'est un roman d'amour. Et donc, il y a toujours une forme de pudeur à parler de ça. Euh, c'est une histoire c'est l'histoire de gens qui se sont aimés jusqu'au bout. C'est l'histoire de gens qui ont aimé sans pouvoir le dire, parfois sans pouvoir le vivre. Euh, c'est une histoire de gens qui se sont aimés jusqu'au bout. C'est une histoire de gens qui ont aimé sans pouvoir le dire, parfois sans pouvoir le vivre. C'est l'histoire de gens qui se sont dit au début j'ai tout raté, et puis ensuite. Euh, c'est une histoire. Euh, c'est une histoire sur une femme. euh, Il y a beaucoup d'amour dans votre regard, Marc, quand vous en parlez. Oui, je suis très pudique Non, ça- et Euh, écoutez, je vais vous dire, je vais plutôt vous dire, j'avais pas du tout prévu d'écrire ce roman. ouais. Euh, j'ai commencé à écrire sans penser une seconde à être publié. Et puis je suis tombé fou amoureux de cette femme et elle m'a entraîné dans cette histoire. Et quand je dis fou amoureux, c'est-à-dire que vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait du bien d'écrire ce roman. Il y a beaucoup de vous dans vos romans, même les romans de Euh, fiction.
Alors, il y a toujours une grande part chez les auteurs de leur ressenti, de leur vie, de leurs expériences, de leur passé, qu'importe, mais oui, j'ai l'impression que ça Oui, prend une il y place a, vraiment importante pour vous. Ouais. j'ai toujours eu besoin d'être enfin, mes romans sont pas autobiographiques, je suis 1000 fois trop pudique, j'aime pas parler de moi. Euh, mais écrire, justement, c'est un remède formidable à la prison de la pudeur, vous voyez, parce que la pudeur, ça vous enferme quand même quelque part beaucoup. Et ça vous empêche même parfois de dire ce qu'il faut dire. Et donc, écrire, c'est une façon de pouvoir l'exprimer. Exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est une forme de libération aussi, quelque part. Oui, Ouais. je pense que c'est beaucoup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus une libération qu'une thérapie en soi. Euh, et donc, après, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on se place dans le récit. À partir du moment où on écrit pour lutter contre la pudeur, on se place rarement d'un seul bloc, dans un seul personnage. C'est New York. Parce que sinon, on est évidemment, on va être reconnu tout de suite. Mais, mais là, j'ai peut-être pas eu le choix. En tout cas, c'est un très beau message d'amour pour celle que Non, non, vous mais aimez dans ce vraiment, livre. je crois que c'est, je vous le dis très franchement, ça m'a fait un bien d'écrire ce roman. C'est magnifique. C'est aussi le but de Non, non, mais quand je dis l'écriture. ça m'a Ouais. fait un Ah bien, non, ouais. c'était une vraie bouffée d'amour, quoi. Ouais. Ça fait tellement de bien d'aimer, quoi. Ah oui, c'est une magnifique déclaration. Ça s'appelle Éteignez tout. Et la vie s'allume. Ça sort le 22 novembre, vous savez, en France ou à peu près partout dans le monde? Écoutez, non, non, mais même aux États-Unis en langue française, puisque je vais Bien à sûr, en langue Washington. française. Euh, Oui, chez nos amis de Washington, j'ai vu ça. Ouais. et le livre sera là-bas, je crois même d'ailleurs 2 jours ou 3 jours en Très avance avant la France. Et ça va sortir aussi au Canada. Après, pour les autres pays, il faut le temps de le traduire. oui, enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est en français, donc tout va bien. On est ravis de l'avoir. Merci Marc d'avoir Merci pris à le temps vous. d'être avec nous et merci d'avoir encouragé nos auteurs qui sont ravis de vous avoir comme parrain cette année. Mais merci. Merci.